Alors, quand on se promène à Mangshan aujourd'hui, ce qui frappe, c'est que tout a l'air parfait. C'est ça. Une ville nouvelle, très planifiée. Oui, voilà, des tours d'habitation impeccables, des parcs, tout est propre, tout est nickel, on dirait presque une maquette. Mais bon, en regardant les montagnes juste derrière, on se demande forcément qu'est-ce qu'il y avait avant. C'est exactement la bonne question. Et en plongeant dans les documents, on découvre que ce n'est pas une seule histoire, mais au moins trois qui se superposent. Ah oui? Oui, c'est ce qui rend le lieu si particulier. On a une couche industrielle, une couche sociale, presque humanitaire, et puis une couche culturelle beaucoup plus ancienne. C'est un vrai millefeuille historique. Un millefeuille, j'aime beaucoup l'image. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ce millefeuille pour trouver les trésors cachés dedans. Exactement. On va parler d'une mine de fer, de missionnaires et même de la philosophie cachée dans un arbre. C'est une plongée dans un passé qui a vraiment failli être complètement effacé par l'urbanisation. Complètement. C'est l'histoire de la seule mine de fer vraiment rentable de toute l'histoire de Hong Kong. Et sa fermeture en 1976, ce n'est pas une anecdote. Ça coïncide pile avec le moment où Hong Kong bascule dans sa modernité, avec le début de la construction du métro. C'est un vrai point de bascule alors? Tout à fait. D'accord. Bon, commençons par le cœur du réacteur, si on peut dire, cette fameuse mine de fer. C'était si important que ça à l'époque? C'était crucial. Pendant des décennies, c'était la principale source de minerais de fer exportés de Hong Kong. Le contrat d'exploitation a duré 50 ans. 50 ans? Oui, il faut imaginer l'ambiance dans les années 50-60. Les conditions étaient effroyables. On parle de milliers de travailleurs, souvent d'anciens militaires venus du continent, des hommes seuls pour la plupart, qui travaillaient pour un salaire de misère. C'est-à-dire? Au tout début, c'était à peine 1 $ de Hong Kong par jour. 1 $ par jour. C'est à peine imaginable. Et cette industrie a tourné à plein régime pendant des décennies. Alors pourquoi est-ce que tout s'arrête si brutalement en 1976? Les ressources étaient épuisées? Eh bien, c'est la question clé. Et la réponse, en fait, elle est plus complexe. Ce n'est pas juste une histoire de géologie. Non. Il y a eu une sorte de conjonction de deux facteurs. D'accord. Le premier, c'est un facteur interne. Le contrat de 50 ans arrivait à son terme. Et à ce moment-là, le gouvernement avait déjà d'autres plans pour la région. L'idée de construire une ville nouvelle était beaucoup plus séduisante. La ville a gagné contre la mine, en quelque sorte? Voilà. Et le deuxième facteur, c'est le boom économique de Hong Kong. La construction du métro en particulier a été un énorme aspirateur de main-d'œuvre qualifiée. Ah, d'accord. Les techniciens de la mine, qui avaient des compétences, se sont vus offrir de bien meilleurs salaires pour aller travailler en ville. Du coup, ils sont partis en masse. Et quand les travailleurs s'en vont, j'imagine que c'est toute la communauté qui s'effondre. C'est exactement ça. Le signe le plus révélateur, c'est que l'école et le jardin d'enfants de la mission luthérienne, qui était le cœur de la communauté, ont fermé leurs portes la même année, en 1976. Sans la mine, il n'y avait plus de vie possible. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de ce passé industriel? C'est notre premier trésor caché, j'imagine. Oui, et c'est le plus monumental. Ce sont les ruines de l'usine de traitement du minerai, une immense structure en béton armé de 1954, et le site de la fosse 240 ml. Ça doit être impressionnant à voir. Hein? Le silence est assourdissant, mais on peut presque encore entendre le fracas des machines. C'était le battement de cœur industriel de Hong Kong à l'époque. Le cœur s'est arrêté, mais le squelette est toujours là. Un fantôme de béton. Attends, donc ils ont exploité le sous-sol, mais aussi la surface. Parce que je lis qu'avant 1957, une partie de l'exploitation se faisait à ciel ouvert. Ça a dû laisser des traces assez spectaculaires. Spectaculaire, c'est le mot. Une fois que cette zone d'extraction a été abandonnée, la nature a repris ses droits et les mineurs lui ont donné un nom incroyablement poétique. Tianwei Tien. Tianwei Tien. Ça se traduit par « le ciel au-delà du ciel ». Le ciel au-delà du ciel. Pour une carrière abandonnée, c'est fou. Pourquoi un nom pareil? C'est la fusion entre l'intervention humaine brutale, les parois coupées à vif, et l'érosion naturelle qui a tout sculpté. Le résultat, c'est un paysage décrit comme une falaise au-dessus d'un abîme insondable. C'était tellement dramatique que des dizaines de films d'arts martiaux ont été tournés là-bas. Un décor de cinéma naturel, en fait. C'est notre deuxième trésor, ce point de vue sur la mine 110 ml. Mais j'imagine qu'on ne peut pas s'aventurer n'importe où. Absolument pas. Et ça, c'est un point crucial. Il faut être très clair. La sécurité d'abord. Les galeries souterraines sont extrêmement dangereuses. Ah oui. Les plafonds s'effondrent, il y a des chutes de pierre. Y entrer est non seulement interdit, mais c'est jouer avec sa vie. Donc l'idée, c'est d'admirer de loin.
On regarde, mais on ne touche pas, c'est ça? C'est exactement ça. L'expérience est celle de la splendeur inaccessible. On trouve un point de vue sécurisé et on contemple. On imagine les tournages. C'est une belle façon d'apprécier un patrimoine fragile, tout en le respectant. On a parlé de la dureté du travail, de l'industrie, mais les gens, dans tout ça, avec des conditions pareilles, ils n'étaient pas complètement livrés à eux-mêmes, si? Non, heureusement. Et c'est l'autre grand récit de Mao Shan. Face à cette misère, des groupes religieux ont joué un rôle fondamental. Ils ont été le ciment de la communauté. Dès 1952, la mission catholique franciscaine a ouvert une chapelle et une école, l'école Saint-Joseph. En plein cœur du village minier. Oui, et ils n'étaient pas les seuls, hein. Presque en même temps, en 1951, la mission luthérienne a aussi fondé une école, puis un jardin d'enfants. Il faut bien mesurer ce que ça représentait à l'époque. C'était plus que de la charité, j'imagine. Oh oui, c'était un soutien spirituel, bien sûr, mais c'était surtout le seul accès possible à l'éducation, l'unique espoir pour ces familles que leurs enfants aient un autre avenir que la mine. Ce qui me frappe, au-delà des structures, ce sont les histoires personnelles qu'on trouve. Il y a des exemples qui ressortent. Ah oui, des histoires incroyablement touchantes. Il y a celle du pasteur Zhang Ditien, qui a dédié sa vie entière aux mineurs. Et puis, il y a cette anecdote sur une jeune enseignante, Kyu Yuzu. Elle venait d'une famille bourgeoise, pleine d'idéaux, et elle a accepté un poste de prof de musique là-haut sur la montagne. Prof de musique dans un village minier. Le choc a dû être rude. Immense. Le détail qui en dit long, c'est qu'on précise qu'il n'y avait ni salle de musique, ni piano. Sans piano. Sans piano. On imagine le dévouement, la créativité qu'il a fallu pour enseigner dans ces conditions. Ça en dit long. Et ces lieux de foi, d'éducation, ils existent encore, c'est notre troisième trésor, hein. Oui, un trésor double. D'un côté, l'ensemble de l'église Saint-Joseph et son école, et de l'autre, un village nommé Grace Village, construit par la mission luthérienne pour reloger des paroissiens. Mais il me semble avoir lu quelque chose d'assez alarmant sur l'état de l'église Saint-Joseph. Et c'est là qu'est le paradoxe tragique. L'église est classée monument historique, mais elle est en ruine. Les murs s'effondrent, elle est à l'abandon, elle risque de disparaître. C'est terrible. Et ça soulève une question dérangeante. Comment une foi si résiliente dans l'adversité peut-elle voir son héritage matériel s'effondrer comme ça en temps de paix? Il y a une urgence absolue à sauver ce lieu. C'est fou. Cette communauté minière, c'était donc une histoire intense, mais finalement assez brève. Est-ce qu'il y avait une vie à Manshan avant la mine? Absolument. Et là, on touche à une couche historique bien plus ancienne. On quitte l'histoire courte du village minier pour celle beaucoup plus longue, des villages Hakka traditionnels comme celui de Wukaisha. Ah, un autre monde. Un monde à l'opposé. Eux, ils étaient agriculteurs, riz, patates douces, autosuffisance. Ils faisaient du troc avec les pêcheurs, une vie simple mais profondément ancrée dans la terre. Le contraste est total. D'un côté, une population de passage, qui vient extraire, de l'autre, une population qui cultive depuis des générations. C'est exactement ça. Pour les Hakka, la terre n'est pas un gisement à épuiser, c'est un foyer. Et au cœur de ce foyer, on trouve notre quatrième trésor caché. On arrive à l'histoire de l'arbre choui. Oui, un gigantesque banyan à petites feuilles, un ficus microcarpa, près du bois feng shui du village. Il est tellement exceptionnel qu'il est classé au registre des arbres remarquables de Hong Kong. Il est si grand que ça? Imaginez, 18 racines aériennes qui soutiennent une couronne de 27 mètres de large. C'est une véritable cathédrale végétale. Une cathédrale végétale? Et j'imagine qu'il n'est pas juste beau, il a une signification? Une signification philosophique très profonde. Les sources citent un texte classique chinois, le Guangdong Xinyu. Il explique que le mot pour banyan, en chinois, rond, se prononce exactement comme le mot qui signifie contenir ou tolérer, rond. Un jeu de mots qui a du sens. Énormément. Le texte va plus loin. Il dit que le bois du banyan est considéré comme un matériau inutile. Il est trop noueux, trop tendre. Et c'est justement cette inutilité qui le sauve de la hache. Parce qu'il est inutile, personne ne le coupe. Exactement. Et du coup, il peut grandir immense, vivre des siècles et offrir un abri durable. C'est une magnifique parabole. C'est une idée puissante. Mais il y a un autre village, Hakka, Tai Shui Hang, qui a aussi ses secrets, pas vrai? Oui, et celui-ci nous offre des trésors architecturaux. D'abord, il a une légende incroyable. Raconte. On raconte que lors d'un typhon, les brûle-parfums ancestraux de 3 familles du village,
Les Zhang, les Luo et les Fong ont été mélangés sur un bateau. Incapables de savoir à qui appartenait quoi, ils ont fait le serment que leur famille ne se marierait plus jamais entre elles. Et ça tient toujours. Apparemment, oui. La règle est toujours respectée. C'est extraordinaire. Et au-delà de la légende, il y a des choses concrètes à voir. Oui, et c'est notre cinquième et dernier trésor. Ce sont 2 maisons du village, classées. Elles sont la preuve des premiers contacts entre cette culture rurale et le monde extérieur au début du XXe siècle. Elle ressemble à quoi? La première, au numéro 16-18, date des années 1910. Elle est en briques vertes traditionnelles, mais les cadres des portes et fenêtres sont en granit local, ce qui était assez moderne. D'accord, une première touche de modernité. Et la deuxième? La deuxième, au numéro 6, date de 1939. Et là, le mélange est encore plus flagrant. On a toujours la base en briques et granit, mais à l'étage, il y a un balcon de style purement occidental, avec des balustres en forme de vase. C'est un petit musée d'architecture à ciel ouvert. Fascinant. Donc si on rassemble toutes les pièces, Moanshan, c'est bien plus qu'une ville nouvelle. C'est une confluence rarissime d'histoire industrielle, d'histoire religieuse et de culture aka ancestrale. Mais comme on l'a vu avec l'Église, cette richesse est incroyablement fragile. Il faut agir vite. Et en se promenant là-haut, on est forcément ramené à la dimension humaine. On voit encore ces Gold Towers, ces petites urnes funéraires où reposent les ossements de certains mineurs. Oui, c'est un rappel très poignant. Ça nous rappelle que la ville nouvelle s'est construite sur la sueur, les sacrifices et parfois la vie de ces milliers de travailleurs. Le présent est littéralement bâti sur leur passé. Et pour finir, je voudrais qu'on revienne à cette idée du banyan, parce que je la trouve vraiment forte. C'est la pensée la plus profonde qu'on puisse en tirer. D'un côté, on a le minerai de fer, le matériau utile. On l'a exploité jusqu'à l'épuisement. Son utilité a conduit à sa propre fin et à la fin de la communauté. Et de l'autre? De l'autre, on a le banyan, le matériau inutile. Personne n'en voulait. Et c'est son utilité qui l'a sauvé. Il a pu grandir, durer et devenir cet abri spirituel grâce à sa capacité à contenir Ronc. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Peut-être que la vraie valeur de notre patrimoine, ce n'est pas son utilité économique, qui est toujours éphémère, mais plutôt sa capacité culturelle à contenir nos mémoires, nos histoires, notre nostalgie. Exactement. Est-ce que ce qui est inutile n'est pas, au final, ce qui a le plus de valeur? En racontant ces histoires, on s'assure que ce passé ne soit pas juste une couche de terre sous la ville nouvelle, mais qu'il continue de vivre. C'est peut-être ça la seule véritable utilité de l'histoire.